c'est quoi? Son but, c'est que s'il y a une mère qui est porteuse de l'antigène HPS, qui est porteuse et qui s'ignore, eh bien, on va protéger le nouveau-né contre donc une transmission verticale. Mais on ne protège pas aussi bien qu'en associant la vaccination et le vaccin. Dans les 24 heures, eh bien, on aura très très peu de chances de protéger ce bébé. Mais on s'est donné quand même un délai d'accepter un retard jusqu'à 7 jours. Au-delà, si vous faites ce vaccin, il ne sert à rien. Il ne sert qu'à un mois, que pour ceux qui ont un petit poids de naissance ou ceux qui sont de mères porteuses d'antigène HPS. Alors, deuxième, toujours en rapport, Nafissa, on te dit, nous recevons des ordonnances de contre-indication du vaccin hépatite B. Comment on fait vu que c'est un examen? D'abord, je ne connais pas, vous avez bien vu, il y a pratiquement aucune contre-indication du vaccin à l'hépatite B. Donc, si vous recevez cette ordonnance, je vous conseille de la renvoyer vers la DSP, parce que comme on a dit, une ordonnance de contre-indication, ça engage la responsabilité de la personne qui l'a fait. Elle ne peut pas faire une contre-indication, une ordonnance de contre-indication comme ça, dans le vide. Alors, autre question qui te concerne, PTI et contre-indication vaccinale. Alors, si vous le purpura thrombopénique immunologique, nous avons l'habitude, heureusement ou malheureusement, j'aurais dit malheureusement, de les mettre tous pendant la phase aiguë. Vous n'allez pas le vacciner parce qu'il est en train de faire son PTI, mais en plus, on a l'habitude de les mettre sous immunoglobulines, soit 400 mg par kilo, donc 3 jours de suite, soit 1000 grammes un jour. Si c'est 400 mg, il faudra attendre 8 semaines. Si c'est 1000 mg un jour, il faudra attendre 10 semaines. Et c'est vrai qu'il y a une petite relation, je vous continue, entre le vaccin ROR et certains purpura thrombopéniques immunologiques, mais le bénéfice de la vaccination, il est tellement important que ce risque, il est infinitésimal. La vaccination, elle n'a pas de contre-indication, hormis celle que je vous ai indiquée au début. Très bien. On peut sursoir, bien sûr, on ne va pas faire, pendant qu'il est en train de faire son épisode de PTI, on lui fait son vaccin, mais on ne doit pas contre-indiquer la vaccination. Oui, peut-être que là, c'est immunoglobuline, tu as pensé, dans ce contexte PTI, mais immunoglobuline et vaccin ROR, il y a des contre-indications de report. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, qui sont dans le guide. Oui. Voilà. Donc, oui. On a fait ce chapitre-là, et donc, voilà, vous pourrez trouver ça. Te concernant, je crois que tu peux répondre aussi à une autre question. On a des ordonnances de pédiatres pour reporter la vaccination en cas d'ictère. La vaccination, elle n'est pas à reporter en cas d'ictère, si vous voulez parler d'ictère. D'ailleurs, comment vous auriez ces ordonnances, puisque le maladie est censé l'avoir fait à la maternité? Parce qu'il ne faut pas dans les voilà. Si le maladie est arrivé à 10 jours de vie, ce vaccin ne sert plus à rien, effectivement. Mais c'est vraiment, nous avons été nocifs envers des nouveau-nés. Je te rajoute une dernière question, parce que c'est dans la tuberculose, il n'y a plus de seringues autobloquantes de 0,1 ml pour faire le BCG. Donc, question, est-ce que je lui fais, que j'ai les 0,05, 2 fois le vaccin à 0,05, ou est-ce que j'utilise une autre seringue pour faire le 0,1? Honnêtement, on a tous ce problème, on est tous dans le même cas. Et le mieux, c'est l'ennemi du bien, c'est le petit ennemi du bien. Mais moi, je suis en train d'utiliser des seringues à insuline, mais ça n'engage que moi peut-être. Hein. Mais franchement, je ne ferai pas 2 fois 0,0. Voilà, ça c'est clair.
On ne fait pas de... Moi, j'ai réglé ce problème avec l'Institut Pasteur. Très bien. Monsieur Ley dit que, si vous ne l'avez pas entendu, qu'ils vont régler ce problème avec l'Institut Pasteur, mais pour l'instant, pour l'heure, il ne faut pas leur faire 2 injections en 0,05 parce que l'efficacité, s'ils ont plus d'1 an, c'est de faire 0,1. Utiliser la seringue d'insuline, on l'a fait pendant des années déjà, donc on peut le dire et ne pas laisser fuir les enfants. Alors, oui? Oui. Oui, ben oui, formation, c'est sur les vaccinations. Nous, aujourd'hui, les pédiatres. Alors, ils disent que ce sont les pédiatres qui sont surtout à l'origine des retards de vaccination, parce qu'ils les voient pour des raisons multiples, et donc, c'est des retards. Non, on confirme, hein, nous, c'est-à-dire, on confirme. Évidemment, la majorité, c'est des épidémiologues, des agents vaccinateurs, donc ils ne sont pas vraiment concernés par ça. Donc, c'est un petit clin d'œil pour dire qu'il faut ouvrir une vraie réflexion vers les pédiatres, peut-être pour indication, contre-indication, rattrapage, il faut le faire, hein, vis-à-vis de... Madame Boucaré, tu veux venir là, parce que la coqueluche a soulevé beau. Il y a des questions sur le rattrapage. Oui, on va y arriver après. Je vais dire le rattrapage, on va tous répondre. Donc, la première question... Qu'est-ce qu'on fait au-delà de 7 ans? Est-ce qu'on a un vaccin coquelucheux qu'on peut faire chez nous? Donc, les règles sont claires. Quand vous avez reçu les données sur le rattrapage, l'instruction sur le rattrapage, c'est écrit noir sur blanc qu'on ne peut pas utiliser l'hexavalent au-delà de 6 ans et qu'on ne peut pas utiliser le tétravalent au-delà de l'âge de 7 ans. Donc, c'est clair. On ne peut pas. Pour la valence diphtérique, l'anatoxine diphtérique, qui est fortement dosée, et y compris pour l'anatoxine, pour la coqueluche, puisqu'on ne devrait utiliser qu'un petit C et non pas un grand C. Donc, on ne peut pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, avec les vaccins qui sont actuellement disponibles, la question se pose pour les plus de 7 ans, effectivement. Donc, les plus de 7 ans, on ne va pas leur faire le rattrapage de la coqueluche, puisqu'on n'a pas le vaccin qu'il faut pour ça, mais on doit leur faire le rattrapage de diphtérie tétanos avec un petit D, grand T. D'accord. Alors, autre question. Bon, tu peux répondre à celle-là, ce qui s'adresse à tous. Est-ce qu'il faut obligatoirement que pour tout enfant qui vient de chez nous, qui est bien, dans les centres, on leur fait une consultation médicale avant de leur faire le PEV? Ça pourrait être un facteur limitant de la vaccination. Mettons-nous dans la situation où on est dans une polyclinique ou un centre où il n'y a pas le pédiatre, il n'y a pas. Je pense que l'agent vaccinateur avec un interrogatoire, mais enfin, on dit toujours que faire l'injection, c'est un acte de l'agent vaccinateur. Faire une vaccination, c'est un acte médical. Donc il y a une réflexion à faire. Et on a toujours dit que dans tous les centres de vaccination, il doit y avoir un médecin généraliste ou un pédiatre pour discuter. Mais si on se met sur le terrain, et si on revient dans la situation que l'on a actuellement, la situation que l'on a actuellement, c'est une situation de retard vaccinal, d'enfants qui sont 0 dose, d'enfants qui sont partiellement vaccinés. Donc, ils se présentent à la vaccination. L'interrogatoire qui peut être fait par un agent vaccinateur, mais là, effectivement, il y a un problème de formation, mais ça, je veux dire, c'est des choses qui sont surmontables. Avec un interrogatoire et avec une évaluation de l'enfant, on va vacciner. On ne va pas le renvoyer pour lui dire non, tu reviens plus tard. D'accord, très bien. Alors, je pense que tu as déjà répondu, hein, c'est-à-dire la coqueluche, vaccination chez l'adulte. La coqueluche, bien sûr, on vous a dit et répété dans l'épidémiologie que ceux qui sont responsables de la transmission, qui font que la bactérie circule, etc., ce sont les adolescents et les adultes qui, eux, n'ont plus de protection et donc n'ont plus de vaccination. Alors, dans les pays occidentaux, dans les pays où la stratégie vaccinale contre cette maladie continue, eh bien, ils proposent des rappels de vaccination à 11-13 ans avec un vaccin qui serait un petit c, petit d, grand t, petit c. Donc, encore une fois, pour l'instant,
le comité technique de vaccination réfléchit sur cette vaccination, puisque on est en train de réfléchir sur la vaccination des populations à risque. Et dans ce cadre-là, on réfléchit à de nouvelles présentations de vaccination. Donc, quand on sera avancé dans la réflexion chez nous avec ces nouveaux vaccins, on pourra s'engager dans élargir la stratégie vaccinale, c'est-à-dire faire un rappel à 13-15 ans ou 11-13 ans et discuter de la vaccination de la femme enceinte. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. En fait, pour l'instant, il faut qu'on mette tous les enfants à jour de leur vaccination. Voilà, ça, si on le faisait en temps et en heure, cette problématique, elle est en train d'évoluer, mais déjà, on ne serait pas dans ce problème-là d'avoir une couverture qui est très en dessous de ce qu'il faut, parce qu'on a des contre-indications, on a des non-indications, on a des reports injustifiés. C'est ça la principale cause qui a été faite. Alors, autre question, peut-être pour toi. La chimioprophylaxie. J'ai vu passer une question sur la chimioprophylaxie, c'est-à-dire les sujets contacts. Lorsqu'on a fait un diagnostic de coqueluche confirmé, on a des sujets au contact. Et les sujets au contact doivent bénéficier d'une vaccination, d'une chimioprophylaxie. Cette chimioprophylaxie, elle a pour but essentiellement d'arrêter la transmission. Elle n'a pas pour but de raccourcir la durée de la toux, d'accord? Elle a pour but d'arrêter la transmission. Donc, et cette chimioprophylaxie, elle fait appel dans les recommandations qui ont été faites, dans le document. Et pour ça, je constate que vous posez des questions qui existent et qui sont clairement explicitées dans le guide IRA 2022, sur lequel on a fait des formations, et ce guide il a été distribué, et ce guide il est en ligne sur le site du ministère de la Santé. Donc il faut vraiment aller là où vous avez des sources d'informations, qui sont des sources d'informations, on va dire fiables, parce que ce sont les sources du ministère. Et donc, vous ne devez pas aller chercher des sources ailleurs ou des recommandations dans d'autres pays, mais des sources qui sont celles qui sont émises par les autorités de santé. Et donc, vous les avez dans le guide IRA. Très bien. Nafissa. Pardon, il y a une autre question. Oui. Est-ce que le vaccin coqueluche existe et est-ce qu'il est disponible chez nous? Le vaccin coqueluche n'existe pas en monovalence, ça vous le savez. On a toujours eu des coquilles, on a eu des tétras, on a eu des pentas. Maintenant, on a un hexa. Au jour d'aujourd'hui, on a un hexa. Donc, la personne qui contre-indique une vaccination à la coqueluche doit réfléchir à bon escient, parce que lorsqu'elle va contre-indiquer une vaccination à la coqueluche, elle va priver l'enfant d'une protection contre les 5 autres antigènes qui sont dans ce vaccin. Et comme l'a dit le professeur Benhana, la seule contre-indication, mise à part l'anaphylaxie, ce serait la survenue d'une encéphalopathie évolutive dans les 7 jours qui ont suivi la première vaccination, et cette encéphalopathie évolutive n'a pas d'autre explication que la vaccination. Et ça, c'est peanuts, ça veut dire que c'est des cas qui sont très, très rares. À ce moment-là, si on se retrouve dans ce cas-là, effectivement, ça mérite de trouver une solution pour savoir comment on va faire pour vacciner cet enfant, et on pourra le faire avec un DT enfant, même si actuellement, je sais, déjà j'entends, oui, mais il n'y en a pas, etc. Et ensuite un HPV, et voilà, donc on va trouver des solutions, mais c'est quelque chose qui est exceptionnel. J'ai une autre question aussi. Un enfant âgé de 5 ans et 3 mois, on va le rattrapage. Le rattrapage, on va faire une mise au point à part. On part sur des questions spécifiques, mais je pense qu'on va faire une petite synthèse sur. Alors, Madame Marlène, oui. Si je veux faire des prélèvements, les tubes, les machins, comment je peux m'approvisionner, comment je fais, etc. et tout. Voilà. Je pense à diphtérie, je pense à coqueluche. Vous nous avez dit Covid, il ne faut pas le coton, les écouvillons. Donc, comment on fait? Je pense qu'il faut, à partir du moment où on est dans un laboratoire, il faut toujours avoir un minimum, je dirais, de consommables, à savoir les écouvillons en coton. J'ai dit qu'ils étaient proscrits uniquement pour la PCR, qu'on pouvait faire donc les prélèvements avec
pour adresser pour la culture. Les écouvillons que vous avez au niveau de vos laboratoires aussi pour faire tout ce qui est diagnostic de Covid, ils sont bons, mais il ne faut pas les tromper dans le milieu de transport. À vrai dire, il faut prélever et adresser dans un tube stérile ou carrément, c'est-à-dire dans un étui qui est stérile, c'est tout. Après, une fois arrivé, c'est beaucoup plus conforme que dans un milieu de transport pour virus. Ce n'est pas ce qui est recommandé du tout. Très bien, merci quand même. C'est important de le préciser. Madame Benhella, tu veux nous dire si tu reçois dans un centre de vaccination une ordonnance pour faire un BCG? Il y a 21 ans que tu fais. Eh oui. Écoutez, moi je peux vous répondre par une pirouette. Nous, on n'a pas à recevoir dans la PMI des enfants de plus. Voilà. Mais à part la pirouette, eh bien, vous savez qu'on regarde s'il y a une cicatrice vaccinale. S'il n'y a pas de cicatrice vaccinale, on peut revacciner jusqu'à l'âge de 14 ans, c'est ce que donne. Et oui, on doit, elle a raison, Madame Smati, on doit revacciner. Et on va recontrôler encore une nouvelle fois la cicatrice vaccinale. Et si elle n'existe pas, on ne revaccine plus. Mais je pense que s'il y a quelqu'un qui doit se déplacer, peut-être à l'étranger, à qui on a exigé cette vaccination, c'est pas contre-indiqué. C'est pas contre-indiqué. Je pense que là, on est sorti du PEV. Et ce sont des questions. Alors, la question récurrente qui se pose, c'est concernant les rattrapages. Alors, concernant le rattrapage, on a dit que nous sommes dans un schéma 2+1, 2, 4, 12 mois. Donc, il y a dans la primo-vaccination, qui est le 2 et 4 mois, un délai de 2 mois, c'est-à-dire 8 semaines. Si la personne n'a pas fait la première dose et la deuxième dose, le délai entre la première et la deuxième dose peut, en cas de rattrapage, être raccourci à 6 semaines. Entre la deuxième dose, une fois qu'on a eu 2 doses, on a eu la primo-vaccination, le rappel chez nous de 4 mois, c'est 12 mois, mais c'est une question de programmation simplement. Si quelqu'un est en retard, ce rappel-là sera fait le mieux pour une bonne réponse immunitaire, c'est 6 mois, mais s'il y a urgence, on peut aller à 5 mois. Donc voilà quels sont les délais entre la primo-vaccination et le premier rappel. Entre le premier rappel, il y a une question, on te demande si après l'âge de 2 ans, j'arrive. Après le premier rappel et le second rappel, une question est posée, un enfant qui arrive, il a 4 ans. Il a eu son rappel de 12 mois à 4 ans. Il peut faire celui de l'école, le tétra, parce que c'est 2 ans. Donc le délai minimum entre 2 rappels sera de 2 ans. Par contre, une question est posée, il a 5 ans et 3 mois, 5 ans et 3 mois, est-ce que tu le rattrapes avec... Là, pour l'instant, la séparation entre les vaccins EXA et DT-CoQ VPI, le DT-CoQ n'est disponible que dans les écoles. Donc, il est pour l'instant réservé à la pratique scolaire. À partir de l'âge où il est scolarisé, qu'il ait 5 ans ou 6 ans, il recevra le tétra. Mais s'il vient de faire à 5 ans et 3 mois son rappel de 12 mois, vous ne lui faites pas à 6 ans l'examen, le tétra, vous le sautez, vous le recalez sur 11-13 ans. Ce n'est pas la peine, il vient d'avoir un rappel. Ce rappel-là a été fait en retard, c'est dommage, mais vous ferez l'autre rappel à 11-13 ans. Vous le recalez sur le calendrier national de vaccination. Et il y avait une question pour toi, Zertal, donc je vais te la poser. La diphtérie, donc d'après ce qu'on a compris, ne prévient que les formes graves et mortelles. Il n'y a pas la maladie, donc on peut penser à la diphtérie même devant une forme non grave. Oui, ben, tu viens répondre là et expliquer pourquoi. Pourquoi il est important de vacciner tout le monde. Je rappelle que diphtérie et tétanos sont les 2 seules maladies dans notre décret et donc dans notre arrêté actuel, obligatoires toute la vie, tous les 10 ans, toute la vie, parce que ce sont des maladies qui n'immunisent pas et pour lesquelles il nous faut des rappels. Alors, j'avais dit tout à l'heure que l'intérêt de la vaccination antidiphtérique, justement, c'est pour arrêter la circulation du Corynebacterium diphtérie tox+. Donc, si on arrive à avoir une immunité collective et qu'on arrête la circulation, on aura la circulation des Corynebacterium tox-, et d'ailleurs, professeur Maran, elle avait expliqué que c'était avec la PCR et le test d'ELEC, et ça se résume à une angine
banal. Donc, l'intérêt de la vaccination, c'est d'éliminer et de faire, c'est-à-dire de lutter contre les formes graves de la diphtérie. Voilà. C'est pour ça qu'il faut les vacciner tous de toute façon. Et que si on est bien au-dessus de 90%, eh ben on n'a pas d'épidémie quand même. Même si on a quelques cas, on n'aura pas d'épidémie. Alors, l'autre question, c'est toujours... Bien là, les t'entends pas. C'est une question. Vous avez dit quelque chose d'important par rapport quand on décale c'est-à-dire on sort de quelque part avant et on passe à autre chose. Est-ce que c'est écrit quelque part dans les directives? Alors, on a dit, non, on n'a pas dit ça, on a dit que le délai était de 2 ans. Donc, s'il vient de faire à 5 ans et 3 mois, tu vas pas tu vas le décaler, tu le recales. Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est écrit quelque part? C'est écrit de façon implicite. On n'est pas rentré dans le détail des explications c'est le bon sens. Hein. C'est-à-dire qu'on dit que chaque fois que l'enfant est à jour de ses vaccinations, on le recale sur le calendrier. Donc, on ne va pas inventer. Il l'a fait à 5 ans et 3 mois, très de l'école. On ne va pas lui inventer pour lui une vaccination à 8 ans. 2 ans après, il a 6 ans. Il faut qu'il se recale sur le calendrier. Il vient d'avoir sa vaccination. Alors, il y a alors, c'est... Bon, le HIB, il ne le faut pas après 5 ans. Donc, on résume bien. Il y a des vaccins il faut mettre à jour les enfants contre les vaccinations inscrites. Il y a par exemple, pour le vaccin antipneumococcique, il est dit, nous avons décidé, chez nous en Algérie, de vacciner depuis 2016 ceux qui sont inscrits jusqu'à l'âge de 2 ans, qu'au-delà de l'âge de 2 ans, s'ils n'avaient pas de risque de faire des infections pneumococciques invasives, donc des sujets à risque, on n'allait pas leur rattraper cette vaccination, ou du moins on a défini les modalités et le nombre de prises. Le HIB, c'est une maladie de la petite enfance, il n'est pas nécessaire de rattraper le vaccin HIB au-delà de l'âge de 5 ans. Mais si par exemple, on a donné une vaccination après l'âge de 5 ans dans un vaccin qui serait exempt, qui comprend le HIB. Il n'y a aucun danger à utiliser ce vaccin. Il n'est pas nécessaire de le faire. Mais si la seule présentation qu'on a contient le vaccin, on l'utilisera. Ce n'est pas interdit. Donc, il faut distinguer entre ce n'est plus nécessaire en population générale de rattraper tout le monde et entre quelqu'un qui a eu un retard pour lequel la seule présentation qu'on a contient cet antigène. Il n'y a pas de... Quelqu'un a fait la roue. Oui, le risque à faire une dose supplémentaire. Par ailleurs, nous avons parlé de la coqueluche, qu'il fallait vacciner après la coqueluche. De la diphtérie, qu'il fallait vacciner contre la diphtérie. On peut élargir rougeole, auréole, rubéole. Si un malade a fait l'une ou l'autre de ces maladies, il faut le vacciner pour le protéger contre les autres. Et qu'il n'y a aucun danger à quelqu'un qui a fait la rougeole d'avoir le vaccin anti-rougeole. Mais il sera protégé contre auréole et rubéole. Donc là aussi, c'est important de ne pas dire « Ah, il a fait la rougeole, c'est pas la peine que je lui rattrape. » Si, il faut le rattraper parce que c'est des vaccinations qui sont combinées. C'est pour ça que Mme Benhalla a insisté sur les contre-indications, parce que, par exemple, convulsion, si vous enlevez le vaccin coqueluche, vous avez enlevé les autres, parce qu'il n'y a pas aucun, à part le DT, dès qu'il y a coqueluche, c'est DT-coq. Après, c'est DT-coq HIB, DT-coq HIB HPV, DT-coq HIB HPV DPI. Donc, si on enlève pour une fausse raison, on a privé l'enfant de vacciner contre des maladies graves. Et donc, la seule contre-indication du coqueluche, j'espère que ça va disparaître définitivement, il a reçu un vaccin coqueluche, germentier-cellulaire. Il a fait une maladie neurologique convulsivante dans les 7 jours, maladie à laquelle on n'a pas trouvé d'explication. Là, on lui arrête la vaccination coqueluche, ce qui représente un cas exceptionnel en pratique. Du moins. Donc, un enfant qui a convulsé antécédents familiaux, qui a eu un coma de quelque origine que ce soit, qui a une infirmité motrice cérébrale, ne sont pas des contre-indications. Bon, là, on parle de choses d'organisation, ça, je pense que c'est la tutelle. Les privés, ils ne font pas les vaccins. Les maternités nous envoient des certificats avec des contre-indications. Est-ce qu'on va vacciner la population générale adulte par le ROR? C'est une épidémie et qu'il y a une recommandation, comme on l'avait fait pour plusieurs
épidémies. Déjà en Algérie, c'était allé jusqu'à 14 ans, c'était allé jusqu'à 40 ans. Là, ce sont des dispositions du ministère. Mais sinon, en pratique normale, celui qui est dans l'âge de la vaccination, il faut qu'il ait 2 doses. Mais il n'y a pas de schéma prévu pour la population générale, parce qu'en plus, il faut prévoir ces doses au niveau central. Si on se met à vacciner tout le monde, là, c'est une autre disposition. Mais s'il y a une épidémie, on vous le dira, vous vaccinez toute personne qui est au contact d'un cas dans une zone d'épidémie qui est plus de 5 cas en une semaine, vous vaccinerez tout le monde jusqu'à tel âge, mais ça fera l'objet. J'espère qu'on n'y arrivera pas, qu'on ne revivra pas la rougeole qu'on a vécue 2018-2019. Le HIB n'est pas indiqué. Réponds. Je viens de répondre, mais ça, je viens de poser la question. J'ai dit que oui, il ne faut pas le rattraper après 5 ans. Non, il s'écrit. Il veut savoir si c'est 5e anniversaire ou 5 ans révolus. Oui. Tant qu'il doit rattraper avec un examen, il rattrapera avec l'examen le HIB dedans. Ce n'est pas le HIB qui est là, le conditionnement. Il a reçu un schéma de +1. On doit compléter un enfant, on va résumer. Un schéma vaccinal doit être complété pour qu'il ait 3 doses de l'une des 6 maladies. Diphtérie, tétanos, coqueluche, hémophilus, hépatite et polio. Il n'a pas reçu les 3 doses. En fonction de son âge, on lui mettra un vaccin approprié, hexa ou tétra, qui contienne ou non l'hémophilus. Voilà. Les réponses, elles sont toutes dans le guide. Oui, non, mais pour l'instant, les gens, ils n'ont pas vu le guide. Donc, c'est bien quand même, puisqu'ils nous ont en face, qu'on réponde à ces choses-là. Alors, Nafissa, tu peux revenir. La vaccination des enfants épileptiques doit se faire au niveau des EPH ou bien au niveau des unités. Allez, on peut répondre, hein, ça c'est pas un problème. D'abord, les EPH ne font pas de vaccination, ils n'ont pas le vaccin, c'est les PMI qui ont les vaccins. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, un enfant épileptique qui a une épilepsie stable, qui est sous traitement et qui est stable, il peut faire sa vaccination sans aucun problème. S'il est en train de faire des crises d'épilepsie subentrantes, il faut qu'il voie son neuropédiatre, je dis encore une fois, et puis il va le stabiliser et ensuite il pourra faire sa vaccination en PMI. Les vaccins se font en PMI, les EPH n'ont pas de vaccin. Je pense que là, pour l'instant, on a répondu aux questions. J'ai transmis des questions qui concernent la tutelle, donc M. Leïd va vous répondre. Bon, je commencerai d'abord par le guide. Le guide, d'abord, vous allez l'avoir sur le site au plus tard le jeudi. Donc, on le mettra sur le site. Donc, j'attends la version électronique. Par contre, le support papier, d'ici peut-être une quinzaine de jours, tous les EPSP, tous les établissements du pays auront leur quantité selon le nombre de structures. On a demandé à imprimer le maximum donc, de guides. Je profite de cette opportunité parce qu'il y a une question qui a été posée par rapport à la redevabilité. Un guide, ce n'est pas une directive. Donc, tout ce qui est dans le guide, vous avez remarqué qu'ils sont, un certain nombre donc, de questions sont régies par des instructions ou des notes. Donc, le guide n'est pas une directive. Il y a une question qui revient souvent et elle est importante. Bon, je ne vais pas répondre totalement à cette question, mais j'ai envie de la répondre. C'est le certificat de vaccination à la rentrée scolaire. Vous savez très bien que la vaccination est obligatoire. Professeur Smati, quand elle a introduit un petit peu à travers sa communication, elle a commencé par le décret de 1965. Et si vous revenez à ce décret, pratiquement vous allez trouver toutes les informations, les institutions, les crèches, les écoles, etc. Donc le certificat de vaccination, quelque part, il est obligatoire. Il est obligatoire
On est en train de reprendre le décret de 1900, donc on est en train de l'actualiser, de le renforcer à travers l'article 42 de la loi 2018. Donc, on va essayer d'aborder dans toutes ces facettes. Mais le certificat de vaccination, pour le moment, il est en support papier. Et là, il y a un collègue qui a posé une question très, très pertinente qui m'a fait réagir. C'est pour ça que je réponds. C'est la numérisation de l'inscription à l'école. Et là, il faudrait qu'on fasse très, très attention et qu'on passe vite et qu'on discute avec nos amis du ministère de l'Éducation pour trouver une solution. Parce que pour ce qui est de la numérisation, donc on a eu, ça fait une semaine, on a eu l'accord de déployer le débat au niveau national, mais le déploiement nécessite l'infrastructure, nécessite des formations, etc. Donc, pour que ça soit effective, c'est-à-dire une numérisation effective du dossier électronique de la vaccination, je pense que ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut que tout le monde soit engagé, notamment les gestionnaires, les professionnels de la santé, etc., c'est-à-dire de la base jusqu'au sommet. Mais pour moi, cette question, moi je la trouve très pertinente, d'ailleurs je l'ai notée en rouge, pour pouvoir la traiter en urgence avec nos amis de l'éducation. Il y a un autre aspect que nous allons traiter après-demain avec nos collègues du ministère de la Solidarité, parce que c'est une question qui est déjà... j'ai été interpellé pour c'est les crèches. Donc, on va essayer on va leur demander de rendre un petit peu aussi le certificat de vaccination obligatoire au niveau des crèches. Soit correctement vaccinés. Il y a une question maintenant d'ordre beaucoup plus de droit de l'homme ou de droit de l'enfant. Il y a une question qui a été posée, il ne faudrait pas qu'on revienne sur ces... C'est vrai que c'est exceptionnel, mais la question, elle était importante. Un enfant insuffisamment vacciné, doit-on leur délivrer un certificat de vaccination ou pas? Je pense que là, c'est au médecin c'est-à-dire ce qui est important, c'est beaucoup plus son rattrapage. Donc, le rattraper, et l'école, c'est un droit constitutionnel. Il ne faudrait pas qu'on fasse en sorte qu'il ne peut pas rentrer à cause de sa vaccination. Mais il faudrait ce qu'on doit faire, c'est le rattraper le plus tôt possible, quitte à le rattraper pendant sa période scolaire. Mais il ne faudrait pas qu'on soit un frein pour qu'il puisse rentrer à l'école. Mais j'insiste énormément que la vaccination, elle est obligatoire et qu'un certificat de vaccination est obligatoire pour la rentrée au niveau des écoles. Voilà, j'ai répondu. Donc, le guide, vous allez l'avoir sur le site du ministère de la Santé au plus tard le jeudi, donc j'attends la version électronique. Vous aurez aussi toutes ces communications au niveau du site du ministère de la Santé, donc on comptera sur vous pour organiser des formations cascades, notamment pour les agents vaccinateurs de première ligne qui n'ont pas pu assister aujourd'hui avec nous. Là, je pense que Dr Hamadi, si elle a quelque chose à dire pour clôturer un petit peu cette demi-journée. Et je vous dis merci beaucoup mes collègues, merci beaucoup mes amis et bon courage. Merci, tu as tout dit ce que j'avais en tête à dire. Merci aux communicants pour la qualité, merci à vous d'être restés si nombreux à suivre cette visioconférence qui confirme l'intérêt que vous portez à cette thématique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Dr Eid vient de vous dire, donc le guide, aussi bien le guide que les communications, ils seront sur le site, mais il y aura aussi les questions-réponses. On va essayer de les faire à part et de les mettre aussi sur le site.
On voit qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent et ça, je pense que ça montre qu'il y a des questions qui sont posées d'une manière ou d'une autre et ça veut dire qu'il y a une incompréhension quelque part des communications ou des réponses. La perception n'est pas les mêmes. Peut-être qu'il y a un problème de langue, peut-être dans la précipitation, peut-être. Donc, on va essayer de reproduire et on vous demande de votre côté les personnes de la formation en cascade qui est très, très importante puisque les communications seront sur le site et on vous demande à une personne qui a l'habitude d'assurer la formation d'assurer à son tour cette formation. Et s'il y a des questions qui sont pertinentes, merci de les communiquer aussi. Vous pouvez les envoyer sur le site, vous les envoyez à la prévention, au PEV, pour répondre à ces questions. Il y avait des questions sur les MDO, mais comme vous le savez, c'est à vous. Donc, je vous réadresse la même question. Donc, s'il y a une sous-déclaration, c'est que le personnel de santé, oui, il y a une sous-déclaration, ça veut dire qu'il ne déclare pas. Et ça, je vous invite à déclarer toutes les maladies à déclaration obligatoire, mais aussi, comme vous le savez aussi, et on compte beaucoup sur vous, c'est la surveillance basée sur les événements, c'est de déclarer tout événement inhabituel, de la partager avec nous afin de pouvoir agir et de confirmer cet événement et surtout éviter ces fake news, ces déclarations qui ne sont pas à leur place. On sait très bien que maintenant, nous vivons je dirais, une épidémie, pas une épidémie, mais c'est des cas sporadiques qui sont déclarés ici et là. Donc, à travers tout le territoire pratiquement. Hein. Donc, là, on suit la situation. On essaye de répondre à tous vos besoins, j'espère que la réunion d'aujourd'hui, c'est pour répondre aussi à ces préoccupations qui ont été aussi postées sur les réseaux. Et encore une fois, je remercie les administrateurs des réseaux qui partagent aussi ces informations et qui font des relais pour diffuser l'information. Merci encore une fois à vous, au comité de vaccination. Donc, le guide qui est tant attendu, l'AID nous a promis, donc on va l'avoir sur le site. Et j'étais un peu étonnée de voir quel site. En fait, je vous invite à regarder quand même le site du ministère de la Santé parce que beaucoup d'informations, les instructions, les circulaires, les guides sont même si on n'est pas à jour parce que aussi, comme vous le savez, nous sommes aussi en sous-effectif. Donc, pour aussi mettre une personne qui est en charge de mettre tous les documents sur le site. Merci encore une fois. Et donc, comme vous le savez, la campagne de rattrapage, c'est une composante principale du PEV. Donc, bon courage et merci de mener à bien cette campagne. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Au revoir. Merci.